dernière affaire, vous allez voir qu'il faut pour les familles absolument avoir, grâce à vous, des informations. C'est un véritable cold case, cela fait 20 ans, quasiment, jour pour jour, que les gendarmes recherchent le ou les hommes qui ont écrasé un artisan de 38 ans, Jacky Eke. Alors, qui en voulait à cet entrepreneur? Nous avons besoin de vous car nous allons diffuser ce soir les portraits robots des coupables présumés avec l'apparence qu'ils auraient aujourd'hui, 20 ans après. C'est une première en matière criminelle. Alors Julien, tout commence à Viarmes, dans le Val d'Oise. Ce 1er février 2002, Jacky Eke est sur un chantier pour effectuer le ravalement d'un pavillon. A priori, rien de plus banal, sauf que à 11h15, il réalise que son camion et sa projeteuse, un engin utilisé pour projeter de l'enduit sur les murs, sont en train d'être volés. Tous les ans, je viens rendre hommage à mon frère qui a été tué ici, en Versailles, perd son camion. C'est dur pour tout le monde, quoi. C'est dur pour toute la famille. Ça fait 20 ans que je me sens seul. Le vendredi 1er février 2002, très précisément à 11h20, les pompiers informent la gendarmerie de Viarmes pour leur signaler qu'il y a eu un accident de la route, qu'une personne est au sol. Le 1er février 2002, Jacky Eke, il vient de débuter un chantier rue de la Garenne à Viarmes. Il a 38 ans, il est artisan spécialisé en ravalement de façade. Jacky Eke arrive avec son employé sur le secteur de la rue de la Garenne, au numéro 37. Il arrive tôt le matin, il installe sa projeteuse, l'échafaudage est en place. À cette occasion, il rencontre le plombier, ils ont l'occasion de discuter, le temps se passe. Et il voit son véhicule qui bouge. Lui, il pensait que c'était, il n'avait pas mis le frein à main. Donc il a couru, il y avait une personne à l'intérieur du camion. Et il est monté sur le marchepied pour essayer d'ouvrir la porte. Il a dit descends de là, arrête-toi, descends de là. Le véhicule avance, freine une première fois. Jacky est projeté à l'avant. Il accélère, il lui passe dessus. Il le traîne sur 60 mètres en le faisant passer sous le véhicule. Il est écrasé à la fois par sa camionnette et son engin. C'est le compresseur projeteur qui va lui passer dessus. Donc ça fait une tonne. Donc il s'est fait écraser avec la machine d'une tonne. Le plombier décide immédiatement de monter dans son véhicule et part à la poursuite de l'ensemble qui vient d'être volé. Il le rattrape assez vite. Il fait un maximum de bruit pour que ça s'entende. Il fait des appels de phare. Il roule à pleine balle sur l'Iveco. Cette poursuite s'engage dans la rue principale de Viarmes, qui d'ailleurs passe à côté de la gendarmerie, puis quitte le centre de Viarmes en arrivant à un rond-point. Et là, au grand rond-point qui est au sud de Viarmes, le plombier voit l'Iveco qui sort vers la sortie de Paris et qui se stationne. Alors comme il est quand même intrigué par la manœuvre, il fait un tour de rond-point et en faisant le tour de rond-point, il s'aperçoit qu'il est suivi par un Renault Express blanc. Le Renault Express blanc le suit une première fois, il fait un second tour et là il constate qu'il y a un, voire deux individus à l'intérieur. Pour lui, c'est 100% des complices, puisqu'il fait plusieurs tours de rond-point, ils le suivent. Là, il prend peur. Et il décide de remonter, il reprend la direction de Viarmes, direction le centre-ville.
Monsieur Eke vient donc de passer sous l'ensemble. Il est très mal en point. Il est conscient, il est très blessé, il y a du sang. Il était cabossé de partout, les jambes retournées, dixit. Donc c'était vraiment une scène très dure. Il parle à son ouvrier et il lui demande une cigarette. C'est les pompiers qui l'ont pris en charge. Donc il a fait 3 arrêts cardiaques avant de succomber, quoi. J'apprends l'accident par la psychologue de l'hôpital. Quand mon fils est décédé, c'est elle qui m'appelle. Moi j'étais chez moi, c'est ma mère qui a reçu un coup de téléphone, qui est venue me le dire, qui m'a dit on a tué ton frère. J'y crois pas, quoi. Je savais qu'il était parti travailler le matin, donc c'est comme si on devenait fou, quoi. J'ai eu 9 enfants. Alors Jackie, premier. Jackie, c'était l'aîné. On a toujours été heureux, on va dire. C'était on va dire le modèle, quoi. Il n'a jamais fait comme tout le monde. Lui, c'était travail, il s'amusait pas, il allait pas en boîte, quoi. Il avait 2 enfants, donc une fille handicapée et un petit garçon. Alors, ouais, c'était tout. Déjà, sa fille, c'était tout, quoi. Il rentrait de travailler, c'était pour s'occuper de sa fille, il allait la promener, c'est tout, quoi. Les faits sont signalés sur les radios. On donne la description de l'ensemble qui vient d'être volé à toutes les patrouilles qui circulent sur le secteur. Une des patrouilles va découvrir le véhicule abandonné, moteur tournant, porte ouverte, sur le bas-côté du CD95, après la traversée de Saint-Martin-du-Tertre. Les gendarmes de la brigade regardent s'il n'y a pas le conducteur, ils fouillent les bois aux alentours, ils ne le trouvent pas. Les services d'enquête mettent en place de gros moyens. On fait appel à un hélico et ça donne pas grand-chose. On peut supposer qu'une fois que le conducteur de l'Iveco ait déposé l'ensemble routier, il ait été récupéré par le Renault Express et qu'ils aient alors pris la fuite. Mettons-nous une seconde à la place de la famille. Nathalie est avec eux, qui depuis 20 ans attendent de savoir ce qui s'est passé. Nous sommes avec Pierre Sénès. Bonsoir, vous êtes le procureur de Pontoise. Bonsoir. Sans plus tarder, vous avez tout de suite un appel à témoins à lancer et nous vous inviterons bien sûr à téléphoner si vous avez la moindre information à donner. Monsieur le procureur, c'est à vous. Eh bien, je lance un appel à témoins auprès de toutes les personnes qui pourraient nous apporter des informations sur la base et au regard des 2 portraits robots qui sont diffusés sur les écrans. Ces portraits robots, ils ont été élaborés le 1er février 2002. Ils représentent certainement l'agresseur de Jackie Eke, celui qui lui a volé le camion et qui lui est passé sur le corps et qui l'a tué, et très vraisemblablement son complice. Ces portraits robots, nous les avons vieillis grâce à un procédé de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Nous les avons actualisés en 2021. Vous avez une petite idée du physique, de ce à quoi ressemblent aujourd'hui ces 2 individus 20 ans après les faits. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, même si vous avez des doutes, nous vous demandons de vous manifester et de nous apporter des informations. Tout ce que vous pourrez nous apporter comme information sera utile à cette enquête et nous avons espoir encore aujourd'hui, parce que c'est notre volonté, de tenter d'élucider cette affaire même 20 ans après, parce que nous considérons que cette affaire doit aboutir.
Cette affaire doit aboutir, c'est tout le souhait de la famille de Jackie Eke qui est ce soir sur notre plateau. Merci à tous les trois d'être ici. Je m'adresse à vous, Dany, vous êtes le frère de Jackie. On vous a vu dans le reportage, vous portez ce combat à bras-le-corps. D'abord, parlez-nous de votre frère et parlez-nous surtout de la dernière fois où vous l'avez vu, vous l'avez croisé. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est 2 jours avant. Donc il était venu chercher du matériel et j'étais en ville à Maignolet. Et il m'a dit tu passes boire un café. J'ai dit oui, je passerai boire un café. Et j'y suis pas allé. Et ça, vous le regrettez évidemment aujourd'hui, amèrement. On a le sentiment, en vous écoutant et puis en regardant ce qu'on a vu, que Jackie, c'était un homme bien et un homme comme tout le monde. Il travaillait, il élevait ses enfants. Qui pouvait lui en vouloir? Il n'avait pas d'ennemis. Il n'avait pas d'ennemis. C'est pas possible. Il rendait service à tout le monde l'adorait. Vous n'imaginez pas quelqu'un qui aurait pu s'en prendre à lui volontairement? Non. Non, il ne pouvait pas avoir d'ennemis. Il ne pouvait pas avoir d'ennemis, c'est ce que vous nous dites. Alors, le meurtre, est-il un malheureux accident, un vol qui aurait mal tourné, ou encore quelqu'un en voulait-il à Jackie Eke, même si vous, Dany, vous ne croyez pas vraiment encore à cette thèse? Vous allez voir qu'aucune piste n'est réellement écartée, à commencer par quelqu'un qui connaissait bien Jackie. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2001, Jackie Eke se fait déjà voler un compresseur projeteur, la même machine. Il se fait voler ça sur un chantier à 900 mètres de là où il est mort. Ça coûte 22 000 €, il n'a pas pu se faire rembourser. Donc quand 3 mois après, il voit qu'on essaie de lui voler sa projeteuse, il tente le tout pour récupérer sa machine. Ça le chamboule parce que pour une petite entreprise comme lui, c'est un coût énorme. Ce qui fait qu'il était, selon tous les témoignages, très déterminé à ne pas s'en faire voler une seconde. La dernière fois que j'ai vu Jackie, il m'a dit celui qui prendra le camion, il faudra qu'il me roule dessus. Moi, je dis que les 2 vols, ils sont liés, quoi. On vole à Jackie des projeteuses, ça se passe à Viarmes, à 3 mois d'intervalle, ça fait peut-être beaucoup de coïncidences. Je suis presque sûr que c'est pour faire couler son entreprise. Moi, d'après moi, il connaissait celui qui était au volant et quand il a dit de descendre, pour pas que Jackie parle après, il a roulé dessus. Je pense qu'il a reconnu quelqu'un ou qu'il avait déjà vu quelque part. J'en suis sûr, il y a trop d'éléments qui me font penser ça, quoi. Jackie Eke a fondé en 89 une société avec un associé, une société de ravalement de façade. Ça a bien marché pendant 10 ans et puis ils se sont séparés tout simplement parce qu'ils ne s'entendaient plus trop. Jackie Eke, il est en froid avec son associé, il a dû se séparer, il y a eu une affaire de vol d'argent. Il semblerait que l'épouse de cet associé avait tapé dans la caisse. D'un commun accord, puisqu'ils étaient amis, ils ont décidé de se séparer et ils se sont même séparés le matériel. Mais ils se sont quittés en bons termes. Ils sont tellement quittés en bons termes que celui qui leur donnait les travaux le donnait soit à Jackie, soit à son ancien associé. Et quand Jackie n'avait pas le temps, il disait vas-y, donne-le à mon ancien associé. Donc ils s'entendaient bien. Bien sûr, vous pouvez nous aider dans cette affaire. Nous revoyons d'ailleurs les 2 portraits robots, le numéro de téléphone, l'adresse mail s'inscrit maintenant sur vos téléviseurs. Colonel Andreu, vous êtes commandant de la section de recherche de Versailles. Alors déjà, vous êtes venu avec des pièces puisque des gens ont écrit spontanément. Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble les sous-scellés, ce genre de lettres que vous avez reçues? Oui, tout à fait. Si vous le voulez bien, on va le montrer à la caméra qui est juste en face de vous. Voilà. Donc, ce sont des lettres anonymes qui ont été envoyées soit à la gendarmerie, soit à la famille, et qui nous ont été communiquées
Donc lettres qui comportent des noms hein, qui permettent ensuite d'enquêter sur ces noms. Et vous avez enquêté, vous n'avez rien trouvé sur ces noms-là en tout cas? Alors sur ces noms-là, non. À chaque fois qu'on reçoit une Latonie, évidemment on fait un travail d'environnement. On essaye de voir si la personne était en lien avec la famille, avec la victime, si elle était en lien avec les faits, les lieux. On cherche sa téléphonie, etc. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Alors monsieur le procureur et vous-même colonel Andreu, on lui avait déjà volé du matériel, on lui revole une deuxième fois. Je suppose que très rapidement vous êtes allé voir chez les concurrents ce qui se passait? Oui, tout à fait. C'est une affaire de toute façon où toutes les pistes ont toujours été ouvertes et explorées. Il y a eu bien sûr cette piste d'un concurrent qui aurait pu payer des hommes de main pour venir voler ce matériel, mais ce n'était pas la seule. On pouvait aussi imaginer que des individus s'adonnent eux-mêmes à une activité illicite de chantier clandestin et qu'ils aient besoin d'outils, de matériel pour leur activité illicite. Et puis aussi, on pouvait avoir une autre piste qui a été exploitée et qui est toujours actualisée, qui est toujours actuelle. C'est parce qu'on a eu beaucoup de faits de cette nature à cette époque-là, c'est des vols de matériel onéreux sur des chantiers pour exporter ces matériels vraisemblablement aussi dans des pays de l'Est. On va y revenir dans quelques instants avec Nathalie. Il y a juste quelque chose qui est important, c'est qu'il le tutoie quand il va s'accrocher au camion avant que la personne ose lui rouler dessus. Il le tutoie. Est-ce que ça vous parle pour l'enquête? Alors c'est sûr qu'il faut se remettre dans l'action. En fait, il va dire au revoir à ses collègues. Là, il voit son camion qui bouge. Il part en courant. Il croit que le frein à main est débloqué, quoi, en fait. Et là, il voit qu'il y a quelqu'un. Et là, il crie arrête, arrête. Alors, soit il connaissait la personne. On peut aussi tutoyer dans ce genre de circonstances. Si on vous vole votre voiture, M. Courbet, vous n'avez pas, vous voyez. Je ne sais pas comment je réagirais, mais c'est vrai qu'on peut tutoyer, effectivement. Voyons si du côté des réseaux sociaux, Laurent Valdiguier, avant qu'on en arrive au standard, puisque ça réagit pas mal depuis le début de la soirée. Laurent, des questions d'ailleurs que posent les téléspectateurs? Oui, bon, il y a beaucoup de questions. Je reviens un peu sur la phrase de la soirée. C'est un petit retour en arrière sur Léa tout à l'heure. Il y a tellement de commentaires autour de cette phrase qu'a prononcé le commissaire tout à l'heure, disant qu'il y a 100 personnes fichées pour agression sexuelle dans un rayon d'1 kilomètre à Nantes. Alors cette phrase, elle est énormément commentée ce soir. Concernant Jackie, ce dernier cas, c'est un sentiment d'écœurement, évidemment, qui vient en premier sur Twitter. Flox, comment peut-on être écrasé pour un vol de camionnette? Et encore, là encore, peut-être une centaine de questions simplement sur l'ADN. Est-ce que, puisque des soupçons sur l'entourage des ouvriers, quelqu'un qui connaissait, la plupart de nos internautes s'interrogent sur d'éventuelles traces ADN sur le volant de la camionnette retrouvée. À savoir, est-ce que oui ou non, l'associé pourrait être inquiété avec cet ADN. Nous allons le demander, Laurent. Rappelons que c'est il y a 20 ans. Hein. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a trouvé de l'ADN sur le volant? Il y a eu des prélèvements qui ont été faits d'ADN. Alors, sur le volant, on n'a rien trouvé. En revanche, ont été prélevés sur le siège, avec du scotch, de la microfibre, des poils, des cheveux. Tout ça a été envoyé au laboratoire et malheureusement, il n'y a pas des gens connus. Non, aucun résultat. Alors il y a cette deuxième piste, Nathalie. Effectivement, le procureur l'évoquait tout à l'heure, il y a une autre piste qui se dessine, celle d'un vol crapuleux qui ne visait pas directement Jackie, mais son matériel et notamment une projeteuse qui vaut beaucoup d'argent. Cette projeteuse est elle aussi au centre de l'enquête. Il y avait à cette époque de nombreux vols d'engins de chantier qui étaient principalement commis et dirigés par des gens des pays de l'Est. Ce sont des réseaux qui volent le matériel en France et après ça part vraiment très loin, hors des frontières du pays, dans les pays de l'Est notamment. L'enquête de voisinage est faite tout d'abord au moment des faits. Il y a un témoignage d'une dame qui emprunte la rue de la Garenne pour aller chercher son pain et qui voit à peu près 15 minutes avant un homme qui a une attitude bizarre. Elle ne sait pas trop ce qu'il fait, il semble repérer, guetter. Elle est surprise par cette attitude. Elle nous racontera ce qu'elle a vu et elle établira un portrait robot. Il nous
nous avons un deuxième témoin qui, elle, à bord de son véhicule, revient avec ses parents de faire quelques courses. Et à hauteur de l'Iveco, elle voit un homme très jeune, plutôt bel homme. Elle le voit ouvrir la portière, elle l'insulte parce qu'évidemment, enfin, les insultes qu'ont les automobilistes, quoi. Elle dit quel connard ou quelque chose comme ça. Et puis elle le contourne. Mais elle le voit suffisamment près pour permettre de faire un portrait robot. Avec l'accord du procureur de la République de l'époque, dès le lendemain, les portraits robots ont été diffusés dans la presse locale et régionale. Il y a eu de nombreux appels. Nous avons également reçu de nombreuses lettres de dénonciation, lettres anonymes, lettres de corbeaux, qui nous désignaient tel ou tel individu comme étant l'auteur du vol et parfois même le complice supposé. L'ensemble des dénonciations ont été travaillées, environnées et à ce jour n'ont rien amené. Même mes enfants, même ma femme, il y a des moments où ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre. Faut pas que je passe toute ma vie là-dessus, quoi. C'est pour ça que les gens, faut qu'ils parlent. Et nous avons bien sûr besoin de vous. Dernier appel à témoins avec vous, monsieur le procureur. Vous cherchez encore des témoins pour le jour du meurtre. Tout à fait, nous recherchons encore des témoins oculaires de l'événement dramatique qui s'est produit le 1er février 2002. Donc je lance un appel à témoins à toute personne qui pourrait avoir vu la scène de crime sur le chantier où monsieur Eke a été écrasé, qui aurait pu aussi voir le visage des agresseurs, qui aurait pu aussi, c'est un élément qui nous intéresse, repérer un individu rôdant à proximité du chantier. Il faut savoir que les agresseurs de Jackie Eke ont pris la fuite à bord de 2 véhicules. Le véhicule Iveco qu'ils ont dérobé à monsieur Eke et qui d'ailleurs tractait la projeteuse, et puis un second véhicule qui est un véhicule Renault Express. Ces véhicules sont partis à vive allure, ils ont pris la fuite après le crime, ils ont brûlé des feux rouges, ils ont forcé des stops, ils étaient en plus poursuivis par un témoin qui les poursuivit avec son véhicule en klaxonnant. C'est donc une scène qui n'a pas pu passer inaperçue, c'est la raison pour laquelle même 20 ans après, je vous invite, si vous avez des informations qui peuvent être utiles à l'enquête, à vous manifester auprès de la gendarmerie pour faire avancer ce dossier. Je dirais que le frère de M. Eke a dit qu'il n'avait l'intention de rien lâcher dans ce dossier. C'est aussi la volonté de la gendarmerie et c'est la volonté du parquet de Pontoise. Nous considérons que c'est un devoir, que c'est une obligation morale que nous avons à l'égard des victimes. Ce que nous avons pu constater dans nos enquêtes sur le travail sans relâche de vos collègues, qu'ils soient gendarmes ou policiers. 0800 10 11 21 ainsi que le mail appel à témoins m6@intérieur.gouv.fr. C'est notre dernier point standard. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas là pour donner de faux espoirs. Ce n'est pas un concours de nombre d'appels, mais c'est quand même rassurant de voir quand il y a beaucoup d'appels, beaucoup plus que lors de la précédente émission, et ça veut quand même dire des choses. Oui, c'est aussi un indice, parce que parmi toute la masse de témoignages, d'informations, peut-être qu'il y en a un ou plusieurs qui vont donner quelque chose. Statistiquement, on a plus de chances d'avoir une info avec 500 bien entendu, qu'avec 100, et c'est pour ça qu'on fait ce type d'émission avec une grande chaîne. Là, pour le moment, on est à 300 appels depuis le début de l'émission, plus de 120 mails, c'est beaucoup. Et pour la dernière affaire qui nous occupe, il y a un certain nombre de personnes qui pensent avoir reconnu, grâce au portrait robot, qui demandent aussi s'il est possible, par exemple, d'avoir le portrait robot avec une barbe pour vérifier avec la personne à laquelle ils pensent. Donc on voit que c'est des choses qui marquent, qui touchent les gens, et on espère que parmi tout cela, l'un des témoignages va aboutir. Sur le premier cas, beaucoup de témoignages qui disent on pense avoir aperçu la jeune fille à vérifier France et étranger. Sur le deuxième cas, c'est sur la camionnette qu'il y a pas mal de témoignages. On sait que c'est un élément clé. Là aussi, des gens semblent avoir dit on l'a vu cette camionnette. Oui, et peut-être sur la bague aussi, parce que je suis avec mes collègues, mais je n'ai pas forcément entendu tous les témoignages. Mais il y a des choses, en tout cas, des choses à exploiter pour les enquêteurs, et ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, tout ceci va être maintenant exploité, comme vous le dites, et nous allons vous donner des nouvelles. Alors très prochainement, Nathalie, dans son émission, ou bien sur RTL. Réseaux sociaux, beaucoup de questions. Je crois que nos téléspectateurs
ont envie de savoir des tas de choses. Oui, énormément de questions, et puis notamment dans cette dernière séquence sur les portraits robots. Et une remarque de Kalenonia qui dit mais que les portraits robots ont l'air de ressembler à deux frères, peut-être c'est une même famille. Et puis une remarque de science-fiction peut-être, c'est une question, en tout cas je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il est possible de comparer avec